Mesdames, Messieurs, bonsoir et bienvenue au 20h de ce vendredi 10 août 2018. À la une de ce journal, une affaire de mœurs secoue l'église évangélique du Cameroun. Un pasteur est accusé d'avoir sexuellement abusé d'une mineure à Douala. L'accusé nie en bloc les faits. Alors que le Conseil constitutionnel doit statuer sur une dizaine de recours, des jeunes lèvent la voix et exigent des places de choix dans les projets de société des différents candidats. Vous écouterez cette couche sociale engagée à faire entendre sa voix durant le scrutin présidentiel du 7 octobre prochain. Voilà pour le sommaire. Mesdames, Messieurs, une fois encore, bonsoir et merci d'honorer ce rendez-vous de l'information sur Equinox Télévision en ouverture de ce journal. Ce scandale de mœurs qui éclabousse l'autorité ecclésiastique au Cameroun. Un pasteur de l'église évangélique du Cameroun est accusé d'avoir abusé d'une mineure à Douala. Ce leader religieux aurait surfé sur sa grande complicité avec la famille pour commettre son forfait. L'accusé nie en bloc les faits. La famille de la victime a d'ailleurs saisi les tribunaux. L'enquête de Séverin Tchoubank, Donald Brice, Kamga. Les faits se déroulent au lieu dit Grand Moulin, au quartier nu d'Edo, dans le premier arrondissement de Douala. Le certificat médical établit bien que l'acte de viol a bien été commis sur la jeune Patricia, comme nous choisissons de désigner la victime. Sur la base des origines sociologiques communes et d'une complicité de longue date, la famille Ndiayoum accepte que Patricia assure la garde des vacanciers du pasteur pendant son absence et celle de son épouse. Elle a dormi la nuit de jeudi, la nuit de vendredi et la nuit de samedi. Et c'est dans la nuit de samedi que le pasteur serait arrivé et allait se diriger dans la chambre, réveiller l'enfant avec insistance. Elle a refusé pour une première fois. Il est revenu en faisant des incantations parce qu'il chuchotait. C'était ni le français ni l'anglais. Et on ne sait pas comment est-ce que l'enfant s'est retrouvé dans la chambre du pasteur. Et il a abusé de l'enfant. Elle s'est mise à vouloir crier et il a dit non, reste tranquille, ça reste entre nous. Ne dis pas à papa, ne dis pas à maman. Christian, ne dis pas à papa Christian, ne dis pas à maman Odile, ne dis pas à ma femme, ça va rester entre nous, prends ceci, prends les 10 000 francs. L'enfant a refusé en jetant l'argent sur son lit et puis s'est enfui. Bien qu'abusée, la jeune fille de 17 ans n'ose raconter à sa tante. C'est près d'une semaine plus tard qu'Odile apprendra par l'intermédiaire du père biologique de Patricia que l'élève de la classe de terminale a été sexuellement abusée. Elle a dit qu'elle avait eu peur. Elle a eu peur de Mehdi. Bon, peur, mais je comprends. Hein. Elle avait vraiment peur de Mehdi parce que ce n'est pas une fille émancipée. Elle est vraiment timide. Elle est vraiment timide. L'adolescente, encore bouleversée par les violences subies, la famille a procédé aux examens d'urgence afin de mettre l'enfant à l'abri d'éventuelles infections. On a prescrit des tests de grossesse, d'hépatite, de VIH, que nous avons déjà fait. Le VIH est négatif, l'hépatite et les infections sont en cours. On attend le résultat du laboratoire. Joint au téléphone, le pasteur en service à la paroisse d'Edo Valley, rattaché à l'église évangélique du Cameroun, nous renvoie à plus tard. On peut se rappeler après, pardon. Oui, et je suis sur la moto en train de tourner, je ne suis pas sur place. S'il vous plaît. Allô? Je vous dis que je suis dans le je ne même pas. On peut s'appeler après. Allô? Oui, je dis, est-ce qu'on pourra s'appeler après? Je vous en prie. Près de 2 heures après la promesse de nous revenir, aucun signe de l'homme d'église. Son téléphone sonnera dans le vide, mais le concerné rejetterait les faits en bloc. Contacté, son entourage non plus ne souhaite en dire mot. Dans la région synodale du pasteur, une procédure disciplinaire aurait été engagée contre lui, tout comme une plainte est pendante devant le procureur de la République, près le tribunal de grande instance du Vori à Douala.
Et parlons à présent de ce litige foncier qui divise des familles à une société d'aménagement de la place au quartier Mbanga Bakoko dans le 3e arrondissement de la ville de Douala. La veille de la rentrée scolaire, une soixantaine de maisons ont été détruites. Les occupants passent désormais leur nuit à la Belle Étoile. Le reportage d'Innocent Abega, Isabelle Carole Zopet. Le beau paysage de Mbanga Bakoko, un quartier du 3e arrondissement de la cité capitale économique, cache mal le désastre dans lequel se trouvent les populations de cette partie de Douala. La tristesse et les larmes sont sur tous les visages. En effet, des centaines de familles ont assisté impuissamment à la démolition de leur domicile sans toutefois, disent-ils, avoir eu une notification conforme. Je ne sais pas s'il y a l'ordre de mission ou pas. Je ne sais pas de quoi il s'agit. Je ne sais pas qui est derrière tout ça, avec toute la souffrance que nous avions éprouvée ici durant toutes les années. Nous sommes dans les périphéries de la SAT. Et nous sommes aujourd'hui victimes des casses que monsieur l'ancien sous-préfet de la 3e aurait pu résoudre à son époque. Parce qu'on s'était plaint. Il est parti d'en laisser ce problème en instance qui n'a pas pu être qui n'a pas été suivi. Aujourd'hui, nous sommes surpris des casses qui se passent là parce que ce n'est pas la première fois, ce n'est pas la deuxième fois, c'est au moins la 4e fois que nous sommes cassés. Et on en a marre, on voudrait savoir, on se plaint. On crie notre détresse, notre cri de détresse à la veille d'une rentrée scolaire comme celle de, la rentrée scolaire, celle de 2018. Cet engin en activité, mobilisé par la Société d'aménagement de Douala, en abrégé SAD, en appui avec les forces de maintien de l'ordre, est la conséquence du litige foncier qui oppose cette entreprise à ses populations. Il faut que nous sachions pourquoi on casse. Parce qu'on a demandé tous les documents qui les permettent de casser. On ne nous a rien présenté. Ils ne nous ont rien présenté du tout. Par contre, nous, on les a présenté la cocarde qui nous lie avec la SAD. Eux, ils ne nous ont rien présenté. Il leur est reproché, selon la SAD, qui n'a pas souhaité s'exprimer à notre micro, d'avoir construit sur leur espace et pire encore, sur des drains. Et ils ont fait savoir au sous-préfet que, comme il n'est pas descendu, on lui a fait savoir que c'est le drain alors que ce n'est pas le drain. Une thèse rejetée en bloc par ces populations qui brandissent haut et fort des documents faisant d'eux des propriétaires. Je suis au travail, ma femme m'appelle en pleurant. J'arrive, je trouve les engins en train de casser ma maison. Je sors les documents qui m'ont permis d'être là. Le cédeur qui est juste à côté, que vous venez d'interviewer, M. Etroukan Georges, qui fait membre de la collectivité Bakoko de Japoma. C'est lui qui nous a cédé ces parcelles sur la base de ce document. Malgré les multiples recours de ces familles auprès des autorités compétentes, la situation n'a fait que s'enliser. Moi, je suis membre de la collectivité villageoise Bakoko de Japoma. Et c'est moi qui ai mis tous ces gens ici par rapport à la convention que nous avons signée avec la SAD. Et l'article que nous donne droit à ces espaces. Nous sommes surpris qu'on nous dise que c'est un problème de drain, alors qu'ils ne sont pas du drain. Ils ont fait savoir aux autorités que c'est le drain, alors que ce n'est pas le drain. Nous sommes impuissants face à cette situation. Ces habitants, désormais à la Belle Étoile, croisent les doigts pour une réaction prompte des décideurs. Face à une avalanche de critiques et d'accusations de la classe politique, notamment de l'opposition au sujet de la présence des bureaux de vote dans les casernes militaires et chefferies, et les CAM s'en défend l'organe en charge. L'organisation des élections au Cameroun précise que la loi ne l'interdit pas du moment où il s'agit des espaces publics. D'autres précisions dans ce reportage de Guy Zogo et Élisée Borba. Le SDF n'en démord pas sur la question des bureaux de vote dans les casernes militaires et les chefferies et demande à Elecam de clarifier définitivement cette question en y interdisant le vote pour le scrutin présidentiel du 7 octobre 2018. Elecam vient de répondre à ces accusations du SDF et indique que les casernes militaires sont des lieux publics donc propices à la tenue des scrutins. Dans les casernes militaires, les bureaux de vote ne sont pas tenus par les militaires. Et il y a des civils, des familles des militaires qui résident. On ne doit pas les envoyer loin de leur lieu de résidence parce qu'on veut satisfaire la classe politique, un membre de la classe politique. Nous avons dans les 6 millions, presque 5 millions et demi, 6 millions d'électeurs, 6 millions et demi d'électeurs, presque 6 millions 500, 6 millions 700 000 d'électeurs.
Tous les bureaux de vote qui sont situés à la caserne constituent combien? C'est maximum 0,3% de l'électeurs. S'agissant des bureaux de vote dans les chefferies, Elekam affirme qu'il n'y a aucun bureau de vote dans ces institutions. L'organe électoral précise en outre que les votes dans les casernes n'ont jamais été à l'avantage d'un candidat. Il n'y a pas un candidat qui sort, qui bat largement dans ces casernes. Vous le savez. Vous allez voir qu'il y a toujours, si c'est 20 000 électeurs, vous allez vous rendre compte que c'est partagé, 10, 5 000, 8 000, 2 000. Ça ne veut dire pas que le vote est orienté là-bas ou est imposé là-bas. Et l'ECAM ajoute même que l'organisation des bureaux de vote est de nature à garantir l'équité du scrutin, y compris dans les casernes militaires. L'organisation du bureau de vote est claire. Chaque candidat doit désigner son représentant qui va siéger. Maintenant, allons au fond de l'organisation du bureau de vote. Le vote est secret. Et quelle que soit l'influence qu'on peut prétendre sur les électeurs qui s'y trouvent, il y a l'isoloir. C'est une disposition constitutionnelle. Le vote est secret. C'est pour ça que l'ECAM aménage l'isoloir. Pour le reste, le directeur général de l'ECAM indique à propos du nord-ouest et du sud-ouest que le scrutin présidentiel s'y tiendra bel et bien, même s'il est envisagé, une délocalisation administrative dans certaines circonscriptions. Enfin, explique l'ECAM, la liste électorale sera rendue publique au plus tard, le 8 septembre prochain, laquelle correspondra aux 25 500 bureaux de vote prévus pour l'élection présidentielle 2018 au Cameroun. Et à moins de 2 mois de ce scrutin présidentiel, de nombreux jeunes Camerounais ne savent pas encore quels bulletins ils glisseront dans les urnes le 7 octobre prochain. C'est très intéressé par l'élection. Ces jeunes affirment qu'ils ne sont pas du tout convaincus par les projets de société des différents candidats, malgré la profusion d'informations à leur disposition. C'est donc pour dissiper ces doutes qu'un forum jeunes et citoyens a été organisé à Douala par l'ONG Un Monde à venir. D'autres précisions dans ce reportage d'Innocent Abega et de Gladys Sidi. Ils sont partis des 4 coins du Cameroun pour rencontrer quelques candidats à l'élection présidentielle du 7 octobre. Des jeunes en quête de réponses qui ont échangé avec les candidats sur leur programme vis-à-vis des électeurs qu'ils sont. Ce que j'aimerais bien, que nous sachions où est-ce que nous allons. Pourquoi est-ce qu'on doit les voter? Pourquoi on doit les choisir? Pourquoi eux? Pourquoi pas l'autre? Pourquoi pas celui qui est là? Quelle est la différence? Qu'est-ce que celui-ci va nous apporter de plus que celui qui était là? Qu'est-ce que celui-ci va modifier ou pas? Au bout des échanges, les jeunes qui analysent les messages des hommes politiques à leur endroit disent ne pas être satisfaits. Ces hommes politiques nous disent tous les jours des mêmes paroles, des belles paroles, des belles rencontres, des belles promesses et tout. Depuis 2011, on nous chante comment il y aura des changements. Personnellement, j'aurais bien voulu peut-être qu'il le donne avec des chiffres, qu'il parle avec des chiffres exacts. Quel est par exemple le taux de chômage? En quoi est-ce qu'ils seront d'une utilité réelle dans l'épanouissement du jeune, puisqu'ils survolent un peu les questions de jeunes. Pour l'instant, il est difficile pour ces jeunes de faire un choix parmi les candidats en lice pour la présidentielle. Mais ils auront beaucoup appris durant le forum Jeunes et Citoyens organisé par l'ONG Un Monde à venir. Nos multiples activités que nous avons organisées, les jeunes ont demandé à ce que nous organisions un forum, une rencontre qui puisse être forte, qui va leur permettre de ne plus vivre seulement les discours des hommes politiques à la télé, mais de les avoir en face d'eux. Après la publication par le Conseil électoral de la liste des 9 candidats retenus pour la présidentielle en attendant les recours, l'idée d'une coalition est de plus en plus avancée. Je réitère que pour se donner plus de chances de victoire, il faut mutualiser les efforts. Donc je suggère que les 8 de l'opposition se retrouvent, tombent d'accord sur une stratégie pour la surveillance du vote, parce que c'est absolument important. Je dois dire que la coalition dont tout le monde parle, c'est quelque chose de possible. Mais il faut que cela repose sur certains objectifs communs, sur un consensus. Parce qu'au jour d'aujourd'hui, je crois que les priorités, c'est le problème sécuritaire, c'est le problème des institutions, c'est le problème du code électoral.
Ce sont des choses sur lesquelles les différents candidats peuvent être d'accord entre eux. Et je pense que logiquement, pour que quelque chose comme ça aboutisse, c'est parce qu'on a un objectif de raz de marée, sachant que le système électoral n'est pas bon. Les 8 de l'opposition finiront-ils par s'entendre autour d'un candidat unique? Les prochains jours nous le dirons. Tout autre chose à présent, booster la décentralisation à travers la lutte contre la corruption, c'est le défi que se lance le ministre de la décentralisation et du développement local. Georges Elanga Obam a parcouru quelques communes d'arrondissement à Yaoundé. Objectif, évaluer la lutte contre ce fléau au sein des collectivités territoriales décentralisées. Aïe Cyril, Élisée Borba. Alors que la question du transfert des compétences aux collectivités territoriales décentralisées n'est pas encore réglée depuis le lancement du processus de décentralisation au Cameroun, le tout nouveau ministère de la décentralisation et du développement local veut d'abord s'attaquer à la question de la corruption. À l'heure où nombre de pays africains réinventent leur modèle de gouvernance décentralisée, pour ériger l'échelon local en creuset de développement, la corruption constitue une hypothèque qu'il faut surmonter. Cela passe notamment par une parfaite appropriation de la Charte africaine des valeurs et des principes de la décentralisation, de la gouvernance locale et du développement local. Il est question en réalité d'améliorer la gouvernance locale au Cameroun. Une descente sur le terrain, notamment à la communauté urbaine et à la commune d'arrondissement de Yaoundé 4, permet au ministre de la décentralisation d'apprécier la lutte contre la corruption au sein des collectivités territoriales décentralisées. Avant de venir ici, j'ai été à la communauté urbaine de Yaoundé, où j'ai visité les mêmes services que ce que j'ai visité ici, les services techniques qui s'occupent des questions d'urbanisme et des questions liées à l'état civil. J'ai vu dans l'un et l'autre cas des services bien organisés, pourvus de ressources humaines de qualité, quoiqu'ici les conditions d'installation soient à améliorer. Madame le maire nous a indiqué qu'elle avait créé au sein de la commune de Yaoundé 4e d'une cellule de lutte contre la corruption. J'ai vu des services techniques très bien installés à la communauté urbaine de Yaoundé. Donc, au final, si je devais conclure, on fait des efforts dans nos collectivités territoriales décentralisées pour effectivement lutter contre la corruption. C'est depuis 1996 que la Constitution fait du Cameroun un État unitaire décentralisé. Mais si depuis lors le transfert des compétences aux collectivités territoriales tarde à se matérialiser, il faut encore résoudre la question de la corruption. Le Cameroun se joint au reste du continent pour célébrer la 7e journée africaine de la décentralisation et du développement local sous le thème « Lutte contre la corruption au niveau local, une voie durable pour transformer l'Afrique à partir de ses territoires ». Paris Pérévet invite les promoteurs des centres de formation professionnelle à s'arrimer aux normes prévues par la réglementation en vigueur au Cameroun. Le ministre de l'Emploi et de la formation professionnelle a effectué ce jour à Douala une visite de travail. Le reportage d'Innocent Abega et de Sylvestre Zangao. Les centres de formation professionnelle sont de plus en plus nombreux au Cameroun. Très peu d'entre eux s'arriment cependant aux normes en matière d'équipement et de formation pour garantir un emploi aux apprenants. Pour interpeller les promoteurs des 10 centres sur l'urgence de s'outiller, Zachary Pérévet, le ministre de l'Emploi et de la formation professionnelle, a effectué une descente à Douala. Il y a encore beaucoup de choses à faire pour moderniser les actions engagées. Et à la faveur donc de la nouvelle loi sur la formation professionnelle, tout espoir est permis à notre avis. Mais je voudrais seulement qu'il y ait possibilité de temps à autre de partage entre tous les opérateurs de la formation professionnelle et de promotion d'emploi. Nous encourageons les autres structures, responsables de structures, formation professionnelle ou des industries à poursuivre dans ce sens. L'urgence d'avoir des centres de formation qui répondent aux normes professionnelles est donc signalée, car la qualité de la formation et la garantie d'un emploi en dépendent pour les apprenants.
Et parlons à présent de ce cri de colère des populations du village Bakola, dans le département du Nord-Ekele, région du centre. Elles ont saisi l'occasion de la journée mondiale à elles dédiée pour égrener le chapelet de leur mal-être, notamment la marginalisation. Celle-ci s'observe dans leur intégration au sein de la société. Joannième Isabelle Carole Zopet. Marginalisés et exclus à cause de leur mode de vie ancré sur des réalités socioculturelles et traditionnelles, le peuple Bakola, réparti à Ezeka, Makak et Messondo, dans le département du Nord-Ekele, région du centre, revendique de meilleures conditions de vie. Les gens nous menacent ici, là. Dès qu'on marche comme ça sur la rue, on recommence à nous frapper. C'est ce qui nous dérange ici, là. Même les gens qu'on veut aller défiger les gens comme ça, on nous dit que non, on n'a pas le pouvoir ici là. C'est ce qui nous menace ici là. Pour apporter du réconfort à ce peuple indigène vivant dans des conditions déplorables, la représentante du sous-préfet de Messondo a rendu visite à ce peuple Bakola à l'occasion de la journée internationale des populations autochtones. Cet échange riche en couleurs a été axé sur 4 points majeurs. Le message de rester en tant qu'autochtone, se sédentariser, comme je venais tout à l'heure de le dire. Mais cette sédentarisation doit passer par 4 points essentiels. L'accès. Mesdames, Messieurs, c'est la fin de ce journal. Merci pour votre aimable attention à suivre tout juste après ce journal Equinox Soir avec Serge Alain Otto. Représentant qui va siéger. Maintenant, allons au fond de l'opération du bureau de vote. Le vote est secret. Et quelle que soit l'influence qu'on peut prétendre sur les électeurs qui s'y trouvent, il y a l'isoloir. C'est une disposition constitutionnelle. Le vote est secret. C'est pour ça que l'ELECAM aménage l'isoloir. Pour le reste, le directeur général de l'ELECAM indique à propos du nord-ouest et du sud-ouest que le scrutin présidentiel s'y tiendra bel et bien, même s'il est envisagé, une délocalisation administrative dans certaines circonscriptions. Enfin, explique l'ELECAM, la liste électorale sera rendue publique au plus tard, le 8 septembre prochain, laquelle correspondra aux 25 500 bureaux de vote prévus pour l'élection présidentielle 2018 au Cameroun. Et à moins de 2 mois de ce scrutin présidentiel, de nombreux jeunes Camerounais ne savent pas encore quels bulletins ils glisseront dans les urnes. Le 7 octobre prochain, c'est très intéressé par l'élection. Ces jeunes affirment qu'ils ne sont pas du tout convaincus par les projets de société des différents candidats, malgré la profusion d'informations à leur disposition. C'est donc pour dissiper ces doutes qu'un forum jeunes et citoyens a été organisé à Douala par l'ONG Un Monde à Venir. D'autres précisions dans ce reportage d'Innocent Abega et de Gladys Sidi. Ils sont partis des 4 coins du Cameroun pour rencontrer quelques candidats à l'élection présidentielle du 7 octobre. Des jeunes en quête de réponses qui ont échangé avec les candidats sur leur programme vis-à-vis des électeurs qu'ils sont. Ce que j'aimerais bien, que nous sachions où est-ce que nous allons. Pourquoi est-ce qu'on doit les voter? Pourquoi on doit les choisir? Pourquoi eux? Pourquoi pas l'autre? Pourquoi pas celui qui est là? Quelle est la différence? Qu'est-ce que celui-ci va nous apporter de plus que celui qui était là? Qu'est-ce que celui-ci va modifier ou pas? Au bout des échanges, les jeunes qui analysent les messages des hommes politiques à leur endroit disent ne pas être satisfaits. Ces hommes politiques nous disent tous les jours des mêmes paroles, des belles rencontres, des belles promesses et tout. Depuis 2011, on nous chante comment il y aura des changements. Personnellement, j'aurais bien voulu peut-être qu'il donne avec des chiffres, qu'il parle avec des chiffres exacts. Quel est par exemple le taux de chômage? En quoi est-ce qu'ils seront d'une utilité réelle dans l'épanouissement du jeune, puisqu'ils survolent un peu les questions de jeunes. Pour l'instant, il est difficile pour ces jeunes de faire un choix parmi les candidats en lice pour la présidentielle. Mais ils auront beaucoup appris durant le forum Jeunes et Citoyens organisé par l'ONG Un Monde à Venir. Nos multiples activités que... Ne dis pas à ma femme, ça va rester entre nous, prends ceci, prends les 10 000 francs. L'enfant a refusé en jetant l'argent sur son lit et puis s'est enfui.
Bien qu'abusée, la jeune fille de 17 ans n'ose raconter à sa tante. C'est près d'une semaine plus tard qu'Odile apprendra par l'intermédiaire du père biologique de Patricia que l'élève de la classe de terminale a été sexuellement abusé. Elle a dit qu'elle avait eu peur. Elle a eu peur de me dire. Bon, peur, mais je comprends. Hein. Elle avait vraiment peur de me dire parce que ce n'est pas une fille émancipée. Elle est vraiment timide. Elle est vraiment timide. Elle est vraiment timide. L'adolescente, encore bouleversée par les violences subies, la famille a procédé aux examens d'urgence afin de mettre l'enfant à l'abri d'éventuelles infections. On a prescrit des tests de grossesse, d'hépatite, de VIH, que nous avons déjà fait. Le VIH est négatif, l'hépatite et les infections sont en cours. On attend le résultat du laboratoire. Joint au téléphone, le pasteur en service à la paroisse d'Edo Valley, rattaché à l'église évangélique du Cameroun, nous renvoie à plus tard. On peut se rappeler après, pardon. Oui, et je suis sur la moto en train de tourner, je ne suis pas sur place. S'il vous plaît. Allô? Je vous dis que je suis dans le je ne même pas. Est-ce qu'on peut s'appeler après? Allô? Oui, je dis, est-ce qu'on pourra s'appeler après? Je vous en prie. Près de 2 heures après la promesse de nous revenir, aucun signe de l'homme d'église, son téléphone sonnera dans le vide, mais le concerné rejetterait les faits en bloc. Contacté, son entourage non plus ne souhaite en dire mot. Dans la région synodale du pasteur, une procédure disciplinaire aurait été engagée contre lui, tout comme une plainte est pendante devant le procureur de la République, près le tribunal de grande instance du Vori à Douala. Et parlons à présent de ce litige foncier qui divise des familles à une société d'aménagement de la place au quartier Mbanga Bakoko, dans le 3e arrondissement de la ville de Douala. La veille de la rentrée scolaire, une soixantaine de maisons ont été détruites. Les occupants passent désormais leur nuit à la Belle Étoile. Le reportage d'Innocent Abega, Isabelle Carole Zopet. Mesdames, Messieurs, bonsoir et bienvenue au 20h de ce vendredi 10 août 2018. À la une de ce journal, une affaire de mœurs secoue l'église évangélique du Cameroun. Un pasteur est accusé d'avoir sexuellement abusé d'une mineure à Douala. L'accusé nie en bloc les faits. Alors que le Conseil constitutionnel doit statuer sur une dizaine de recours, des jeunes lèvent la voix et exigent des places de choix dans les projets de société des différents candidats. Vous écouterez cette couche sociale engagée à faire entendre sa voix durant le scrutin présidentiel du 7 octobre prochain. Voilà pour le sommaire. Mesdames, Messieurs, une fois encore, bonsoir et merci d'honorer ce rendez-vous de l'information sur Equinox Télévision. En ouverture de ce journal, ce scandale de mœurs qui éclabousse l'autorité ecclésiastique au Cameroun. Un pasteur de l'église évangélique du Cameroun est accusé d'avoir abusé d'une mineure à Douala. Ce leader religieux aurait surfé sur sa grande complicité avec la famille pour commettre son forfait. L'accusé nie en bloc les faits. La famille de la victime a d'ailleurs saisi les tribunaux. L'enquête de Séverin Tchouban, Donald Brice, Kamga. Les faits se déroulent au lieu dit Grand Moulin, au quartier nu d'Edo, dans le 1er arrondissement de Douala. Le certificat médical établit bien que l'acte de viol a bien été commis sur la jeune Patricia, comme nous choisissons de désigner la victime. Sur la base des origines sociologiques communes et d'une complicité de longue date, la famille Ndiayoum accepte que Patricia assure la garde des vacanciers du pasteur pendant son absence et celle de son épouse. Elle a dormi la nuit de jeudi, la nuit de vendredi et la nuit de samedi. Et c'est dans la nuit de samedi que le pasteur serait arrivé et allait se diriger dans la chambre, réveiller l'enfant avec insistance. Elle a refusé pour une première fois. Il est revenu en faisant des incantations parce qu'il chuchotait. C'était ni le français ni l'anglais. Et on ne sait pas
comment est-ce que l'enfant s'est retrouvé dans la chambre du pasteur et il a abusé de l'enfant. Elle s'est mise à vouloir crier et il a dit non, reste tranquille, ça reste entre nous. Ne dis pas à papa, ne dis pas à maman, Christian, ne dis pas à papa Christian, ne dis pas à maman Odile. Le beau paysage de Banga Bakoko, un quartier du 3e arrondissement de la cité capitale économique, cache mal le désastre dans lequel se trouvent les populations de cette partie de Douala. La tristesse et les larmes sont sur tous les visages. En effet, des centaines de familles ont assisté impuissamment à la démolition de leur domicile sans toutefois, disent-ils, avoir eu une notification conforme. Je ne sais pas s'il y a l'ordre de mission ou pas. Je ne sais pas de quoi il s'agit. Je ne sais pas qui est derrière tout ça, avec toute la souffrance que nous avions éprouvée ici durant toutes les années. Nous sommes dans les périphéries de la SAT. Nous sommes aujourd'hui victimes des casses que monsieur l'ancien sous-préfet de loi 3e aurait pu résoudre à son époque. Parce qu'on s'est plaint. Il est parti d'on laisser ce problème en instance qui n'a pas pu être qui n'a pas été suivi. Aujourd'hui, nous sommes surpris des casses qui se passent là parce que ce n'est pas la première fois, ce n'est pas la deuxième fois, c'est au moins la 4e fois que nous sommes cassés. Et on en a marre, on voudrait savoir, on se plaint. On crie notre détresse, notre cri de détresse à la veille d'une rentrée scolaire comme celle de 2018. Cet engin en activité, mobilisé par la Société d'aménagement de Douala, en abrégé SAD, en appui avec les forces de maintien de l'ordre, est la conséquence du litige foncier qui oppose cette entreprise à ces populations. Il faut que nous sachions pourquoi on casse. Parce qu'on a demandé tous les documents qui les permettent de casser. On ne nous a rien présenté. Ils ne nous ont rien présenté du tout. Par contre, nous, on les a présenté la cocarde qui nous lie avec la SAD. Eux, ils ne nous ont rien présenté. Il leur est reproché, selon la SAD, qui n'a pas souhaité s'exprimer à notre micro, d'avoir construit sur leur espace et pire encore, sur des drains. Et ils ont fait savoir au sous-préfet que, comme il n'est pas descendu, on lui a fait savoir que c'est le drain alors que ce n'est pas le drain. Une thèse rejetée en bloc par ces populations qui brandissent haut et fort des documents faisant d'eux des propriétaires. Je suis au travail, ma femme m'appelle en pleurant. J'arrive, je trouve les engins en train de casser ma maison. Je sors les documents qui m'ont permis d'être là. Le cédeur qui est juste à côté, que vous venez d'interviewer, M. Etroukan Georges, qui fait membre de la collectivité Bakoko de Japoma. C'est lui qui nous a cédé ces parcelles sur la base de ce document. Malgré les multiples recours de ces familles auprès des autorités compétentes, la situation n'a fait que s'enliser. Moi, je suis membre de la collectivité villageoise Bakoko Japoma. Et c'est moi qui ai mis tous ces gens ici par rapport à la convention que nous avons signée avec la SAD. Et l'article que nous donne droit à ces espaces. Nous sommes surpris qu'on nous dise que c'est un problème de drain, alors qu'ils ne sont pas du drain. Ils ont fait savoir aux autorités que c'est le drain, alors que ce n'est pas le drain. Nous sommes impuissants face à cette situation. Ces habitants, désormais à la Belle Étoile, croisent les doigts pour une réaction prompte des décideurs. Face à une avalanche de critiques et d'accusations de la classe politique, notamment de l'opposition au sujet de la présence des bureaux de vote dans les casernes militaires et chefferies, et les CAM s'en défend l'organe en charge. L'organisation des élections au Cameroun précise que la loi ne l'interdit pas du moment où il s'agit des espaces publics. D'autres précisions dans ce reportage de Guy Zogo et Élisée Borba. Le SDF n'en démord pas sur la question des bureaux de vote dans les casernes militaires et les chefferies et demande à Elecam de clarifier définitivement cette question en y interdisant le vote pour le scrutin présidentiel du 7 octobre 2018. Elecam vient de répondre à ces accusations du SDF et indique que les casernes militaires sont des lieux publics donc propices à la tenue des scrutins. Dans les casernes militaires, les bureaux de vote ne sont pas tenus par les militaires. Et il y a des civils, des familles des militaires qui résident. On ne doit pas les envoyer loin de leur lieu de résidence parce qu'on veut satisfaire la classe politique, un membre de la classe politique. Nous avons dans les 6 millions, presque 5 millions et demi, 6 millions d'électeurs, 6 millions et demi d'électeurs, presque 6 millions 500, 6 millions 700 000 électeurs. Tous les bureaux de vote qui sont dans le caserne constituent combien?
c'est maximum 0,3% de l'électeurs. S'agissant des bureaux de vote dans les chefferies, Elekam affirme qu'il n'y a aucun bureau de vote dans ces institutions. L'organe électoral précise en outre que les votes dans les casernes n'ont jamais été à l'avantage d'un candidat. Il n'y a pas un candidat qui sort, qui bat largement dans ces casernes. Vous le savez. Vous allez voir qu'il y a toujours, si c'est 20 000 électeurs, vous allez vous rendre compte que c'est partagé, 10, 5 000, 8 000, 2 000. Ça ne veut dire pas que le vote est orienté là-bas ou est imposé là-bas. Et l'ECAM ajoute même que l'organisation des bureaux de vote est de nature à garantir l'équité du scrutin, y compris dans les casernes militaires. L'organisation du bureau de vote est claire. Chaque candidat doit désigner son